Et c'est bon, je pense qu'on est live. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui sont déjà sur le webinar. On va peut-être attendre encore quelques instants que les autres personnes nous rejoignent. Et si vous voulez, en attendant, je vais vous présenter un peu l'outil qu'on utilise, qui s'appelle Livestorm, et qu'on va utiliser du coup pour tout ce webinaire, celui qu'on a utilisé pour les précédents et qu'on utilisera pour les suivants. Donc Livestorm, comme vous voyez, sur la gauche de l'écran, il y a les différents intervenants que je vous présenterai juste après. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a des intervenants de très grande qualité aujourd'hui. Il y a également la présentation que je pourrais mettre en plus grand et qui me servira de support pour cette discussion. Sur la droite de l'écran, vous avez plusieurs onglets. Un onglet chat dans lequel vous pouvez bien mettre des messages, tout ce qui vous semble intéressant, et dans lequel nous, on partagera également des liens en fonction de ce qui sera dit pendant le webinaire. Il y a un onglet questions, donc dans lequel je vous invite à poser vos questions. Donc plutôt que de les mettre dans le chat, si jamais vous avez des questions, mettez-le bien dans l'onglet questions. Comme ça, on peut indiquer si jamais on y a répondu, soit à l'oral, soit vous mettre une réponse directement par écrit. Ça permet également aux gens de dire les questions qui les intéressent le plus. Donc c'est vraiment bien si elles sont dans questions plutôt que dans l'onglet chat. Et il y a un onglet sondage, le troisième sur la droite, dans lequel vous allez retrouver en fait des sondages qu'on a déjà pré-remplis. On a déjà mis les questions dedans, et c'est assez intéressant que vous preniez le temps, quelques minutes à un moment pendant le webinaire, pour aller le parcourir et aller répondre aux questions. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, derrière, on vous partagera les réponses à ces sondages-là sous forme d'infographie. Et donc comme ça, vous pourrez retrouver un peu toutes les réponses qui auront été données par les différents intervenants, enfin les différentes personnes qui auront participé au webinaire. Donc voilà, donc je vous rappellerai pendant le webinaire d'aller les voir. Donc ce webinaire aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est celui du rôle du CSE dans les startups. Et comment en fait organiser son CSE, comment organiser les missions, quels sont les moments clés, quelles sont les méthodes de travail et les méthodes de communication. C'est un sujet qui est très intéressant, c'est un sujet, en tout cas c'est des questions qu'on nous pose nous très fréquemment. Donc pour me présenter très brièvement, donc moi je m'appelle Arthur Boulle, je suis le CEO et cofondateur de Lito. Et aujourd'hui on est accompagné pour ce webinaire d'intervenants de très grande qualité. Donc on a Antonio Fernandez qui est expert en qualité du travail et de l'emploi. On a Anne Danielle Richardson qui est consultante en ressources humaines. On a Charlotte O'Leary qui est avocate chez O'Leary Avocats, et on a également la chance d'être accompagné par Nolwenn Boulogne qui est secrétaire du CSE de Kitok, donc qui permettra également de nous apporter un regard très concret sur ce qui est mis en place, en tout cas l'organisation du CSE côté Kitok. Donc avant de rentrer dans le vif du webinaire, pour vous en dire un tout petit peu plus sur nous, Lito, qui on est. Donc nous, on est une jeune start-up qu'on a créée il y a 2 ans et qui accompagne les élus de comités d'entreprise dans leur mission pour œuvrer au bien-être et à la cohésion des salariés. Et on fait ça de 2 façons. La première, c'est avec un outil, la plateforme des ressources. La plateforme Lito, très brièvement, c'est un outil de gestion complet et intuitif pour CSE qui va vous permettre de gérer les avantages que vous proposez aux salariés, que ce soit une subvention sport, loisirs, culture, complètement clé en main, que ce soit l'accès à un catalogue d'offres et de réduction sur du cinéma, des parcs d'attractions, des bons plans, notamment sur Kitok, qui va vous permettre également de gérer les activités que vous allez organiser avec les salariés, donc inscription, collecte de participation, et la communication de vos PV et de vos news. Donc c'est un outil qui a vraiment vocation à vous faciliter, on va dire, la gestion du CSE et de vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, donc la représentation du personnel, la cohésion, etc. Et de côté de ça, on a tout un volet qui va être ressources à destination des élus et qui passe par des articles, par des kits, par des livres blancs, qui passe également par ces webinaires. Et donc, je suis très heureux d'animer toutes les semaines, dans lequel on essaye d'apporter des réponses sur différents aspects de la vie des CSE, que ce soit des aspects liés, par exemple, au Covid ces dernières semaines, que ce soit des aspects liés plutôt à la gestion globale du CSE, au rôle, à la trésorerie, etc. Et aujourd'hui, on va voir un point assez particulier qui est celui du rôle du CSE dans les startups, et donc qui s'adresse particulièrement aux nouveaux élus, mais qui peut être pertinent, je pense, également pour des élus un peu plus chevronnés. Et donc nous, en fait, Lito, on est amené à parler avec énormément d'élus lors de nos différents rendez-vous, que ce soit commerciaux, même avec les utilisateurs, et on a très souvent des questions qui nous sont posées, et c'est ça qui nous amène en fait à construire un peu ces webinaires. Et c'est vrai que les questions sur quel est le rôle du CSE, c'est une question que se posent beaucoup d'élus. Et c'est ce qu'on va essayer de couvrir ou de parcourir, on va dire, pendant ce webinaire. Donc le sujet est très vaste, donc en 45 minutes, ça va être compliqué de tout couvrir. On va essayer de couvrir les principaux aspects.
Je pense que ça devra faire l'objet de différents webinars, de différents articles, de différents kits, parce que la mission est vaste et elle est belle. Mais donc, ce qu'on va essayer de parcourir, on va dire, en tout cas ce que les experts intervenants vont essayer de parcourir aujourd'hui, c'est présenter la mission économique et la mission sociale et culturelle du CSE, qui sont un peu deux gros volets principaux, et de présenter comment est-ce qu'un CSE peut s'organiser. On va se rendre compte que c'est pas forcément quelque chose de simple, c'est quelque chose qui demande à être bien structuré, bien réfléchi, et on va essayer de présenter pendant ce webinaire différents aspects, différentes façons d'organiser son CSE qui permettent de répondre aux différentes missions du CSE. Donc sans plus attendre, je passe la parole. Je vais vous mettre la présentation en grande, comme ça tout le monde pourra la parcourir, et je passe la parole sur le premier sujet qui est donc l'organisation classique ou en mode projet du CSE et dans lequel on va voir les missions du CSE. Je m'appelle Antonio Fernandez. J'ai créé le groupe Instant en 97 et depuis on accompagne les élus du CSE dans le développement de leur mandat avec une perspective de favoriser le dialogue social et les relations sociales dans l'entreprise. Alors, le rôle du CSE. Le rôle du CSE, on va s'apercevoir que le législateur a prévu selon les structures de l'entreprise, des rôles un petit peu différents. Et on va commencer par examiner le rôle des CSE dans une entreprise dont l'effectif est supérieur à 11 salariés et donc inférieur au premier seuil de 50 salariés. Pour ces entreprises-là, le rôle du CSE consiste sur deux points bien précis. Le premier, c'est la notion de présenter les réclamations individuelles et collectives des salariés. C'est ce qu'on va appeler les missions économiques de ce CSE-là. Présenter les réclamations individuelles et collectives des salariés, mais des réclamations qui trouvent leur réponse dans la non-application du Code du travail, de la convention collective ou différents accords qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise. Donc on a vraiment dans cette première partie-là, on est vraiment sur la notion de proximité, c'est-à-dire qu'on remonte à la direction les problématiques de terrain que vivent les salariés au quotidien. La deuxième mission que le législateur a confiée à ces CSE, c'est la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail. Vaste sujet par les temps qui courent. Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, ça veut dire être capable d'être le lien entre ce que met en place l'entreprise, ce qu'il existe sur le terrain, et être capable d'être force de proposition face à la direction sur des problématiques de risque physique ou de risque psychosocial. Donc là, on est vraiment dans des CSE d'un effectif inférieur à 50 salariés où va plutôt se mettre en place des problématiques individuelles et plus un contact de proximité. Ce qu'on s'aperçoit notamment dans les CSE de start-up, c'est que ce contact de proximité se fait souvent par le biais d'une discussion à la machine à café ou d'une discussion de couloir, et le formalisme est peu appliqué dans ce sens-là. Ensuite, on va regarder les CSE de la taille supérieure, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse la notion de 50 salariés. Alors, on va garder les deux premières obligations, c'est-à-dire présenter les réclamations individuelles et collectives des salariés, la promotion de la santé au travail, et on va rapporter, on va dire, deux activités supplémentaires, c'est-à-dire la première, c'est assurer l'expression collective des salariés par le biais des informations et des consultations. C'est-à-dire que là, il va y avoir une véritable gymnastique et échange avec l'employeur sur l'organisation générale de l'entreprise, l'organisation du travail et la notion activité sociale et culturelle. Alors souvent, on peut se poser la question en disant mais les activités sociales et culturelles, elles sont obligatoires que lorsqu'on a un effectif supérieur à 50 salariés. J'ai envie de vous dire oui et non. Une jeune entreprise met en place le CSE dans le cadre légal, on voit très rapidement les employeurs confier des budgets pour la promotion des activités sociales et culturelles, même s'il n'y a pas un cadre légal imposé par la loi ou par les conventions collectives. Ça va vraiment dépendre de la dynamique qui est mise en place dans l'entreprise. Mais quand on a plus de 50 salariés, on est vraiment dans les quatre prérogatives qui sont assez importantes et qui vont devoir s'organiser autour des différents élus. Alors, pour s'organiser, on fait quoi ? On va mettre en place un mode de travail qui va dépendre de notre activité.
Le mode de projet, je vais vous l'expliquer parce que je le trouve assez intéressant et je vais vous l'expliquer en opposition au mode classique. Qu'est-ce qu'on connaît actuellement du mode classique? On sait que on va avoir des réunions régulières avec l'employeur, alors bimensuelles ou mensuelles, ça va dépendre des négociations qui ont été faites au moment de la mise en place du CSE. Et pour faire ces réunions, il va falloir recueillir les questions à mettre à l'ordre du jour. Il va falloir envisager la rédaction du procès-verbal de cette réunion et puis surtout organiser les activités sociales et culturelles en fonction de ce que les salariés souhaitent ou ce qu'on aimerait proposer à un maximum de salariés. Donc, charge de travail assez importante sur ce mode classique. Et en plus, avec ce que nous vivons actuellement, pouvoir mobiliser les élus et les salariés pour répondre à ces questions-là, ça me semble assez compliqué. Quand on parle en mode projet, moi j'aime bien présenter aux élus le calendrier des relations sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important, à mon sens, qu'on soit capable de poser sur l'espace d'un an les différents rendez-vous. Et sur l'espace d'un an, les différents rendez-vous, on va y poser dans ce calendrier ce que le législateur a prévu, parce que le législateur a prévu des points intéressants et obligatoires sur l'aspect économique. On va y inviter les différents élus à travers ce calendrier dans ce projet pour qu'ils puissent l'alimenter au fur et à mesure. Et on va également y inviter la direction ou le service des ressources humaines pour qu'ils puissent commencer à préparer les réponses à ces questions. Donc le calendrier des relations sociales, pour moi, c'est le fil rouge, le fil conducteur de cette organisation. Et lorsqu'il est fait en mode projet, il va s'alimenter au fur et à mesure et il va contribuer à cette vie du CSE. La publication des PV, la publication des procès-verbaux une fois qu'ils sont adoptés, alors on les publie où? On les publie comment? On se les envoie sur les réseaux sociaux, en mode caché ou confidentiel, souvent, ce qui n'est pas très clair non plus. Alors souvent, on les a sur les sites internet, sur d'autres plateformes sécurisées. À vous de voir comment on va publier. Alors en mode projet, on les publie tout simplement dans ce calendrier et on laisse l'accès aux salariés pour pouvoir consulter, lire le procès-verbal. En mode projet, on va dématérialiser également les activités sociales et culturelles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir sonder les salariés sur ce qu'on propose, sur ce qu'on organise. On va pouvoir faire en sorte qu'ils vont contribuer à l'organisation des activités. Et pouvoir les faire participer, c'est quand même assez intéressant parce que vous allez voir, ça va les impliquer un peu plus dans le rôle et dans l'organisation du CSE. Alors, que vous soyez en mode classique ou en mode projet, il va falloir effectivement être capable de répartir des tâches, faire en sorte que le secrétaire du CSE ne soit pas qu'un secrétaire administratif, parce qu'aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit, les secrétaires du CSE sont plutôt les secrétaires administratifs dans la rédaction des procès-verbaux, dans la signature des contrats, dans les échanges des ordres du jour. C'est anticiper également toutes les infos et les consultations que l'employeur a l'obligation de faire avec vous dans le cadre des effectifs supérieurs à 50 salariés. Et c'est surtout prendre en charge l'expression collective des salariés. C'est ce qui est le plus important, il me semble. Ce calendrier des relations sociales, lorsque vous allez le poser de janvier à décembre avec des points bien précis, mais vous allez aussi l'écrire sur le règlement intérieur du CSE, car c'est une obligation légale de poser son mode de fonctionnement dans le règlement intérieur du CSE. Le législateur a été très clair là-dessus. Le CSE doit établir son mode de fonctionnement au sein d'un document qui s'appelle le règlement intérieur. Ce règlement intérieur, il a deux volets. Le premier volet, c'est la relation entre le CSE et l'entreprise. Et le deuxième volet, c'est la relation entre le CSE et les salariés, c'est-à-dire notamment les activités sociales et culturelles. Parce que souvent, ce qui revient souvent, c'est de dire c'est à moi, c'est mes activités, c'est un dû, alors que les activités sociales et culturelles qu'organise le CSE, c'est pas forcément un dû. Il y a également un cadre légal et il faut le poser sur ce document qui s'appelle le règlement intérieur. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps pour la partie
attribution du CSE, mode classique, mode projet, et dans quelles conditions on peut travailler. Alors, ça, je pense qu'on a peut-être couvert aussi le calendrier. Alors, peut-être, Nolwenn, toi, de ton côté, sur le CSE de Kitok, sur la façon d'être organisé. Alors, de ce que tu nous as expliqué, donc vous êtes un petit CSE avec peu d'élus. Donc, peut-être que les deux modes d'organisation se chevauchent un peu, mais est-ce que vous êtes répartis les tâches ou les sujets d'une façon bien particulière? Alors, nous, effectivement, on est juste deux élus, donc un secrétaire et moi et un trésorier. Donc, effectivement, d'office, ça oriente l'organisation de façon assez naturelle sur une organisation classique versus une organisation mode projet. J'aurais bien voulu avoir une organisation mode projet, puisqu'effectivement, le fait de pouvoir gérer ça, enfin, être un secrétaire chef de projet et non un secrétaire administratif, ça aurait été vraiment préférable. Mais voilà, donc on fait avec les moyens du bord. Donc nous, on est effectivement deux représentants pour gérer une centaine de salariés. Et donc, effectivement, donc en tant que secrétaire, je collecte, enfin, je récupère l'ordre du jour avant les réunions. Je rédige les PV de réunion et donc on les publie. Et donc la répartition se fait simplement. Donc moi, en tant que secrétaire, où je suis l'interlocutrice effectivement privilégiée avec la direction et rédaction des PV, etc. Et donc, mon collègue qui, lui, est trésorier, qui s'occupe davantage de la relation avec les prestataires, aller chercher les différents prestataires dont on a besoin, que ce soit pour faire les recherches de formation, pour ce qui était de la gestion des ASC, pour aller trouver les banques. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe vraiment plus de la relation avec les différents fournisseurs et prestataires. D'accord. Et Anne ou Antonio, peut-être. Donc, effectivement, il y a des CSE, et je pense que parmi les CSE qui nous écoutent, il y en a qui sont des petits CSE, petits, on va dire, en nombre d'élus, pas forcément en nombre de salariés, mais où il va y avoir entre 2, 3, 4 élus. Comment est-ce que vous voyez un petit peu la meilleure façon de s'organiser entre l'organisation classique, l'organisation projet, qui se chevauche peut-être un petit peu dans ces petites équipes? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques comme ce qu'a pu nous partager Nolwenn, que vous avez à l'esprit ou que vous avez vu dans certains exemples de CSE? Alors, je vais prendre la parole, puis après je te laisse. Ou tu veux peut-être. Non, vas-y. La parole, Anne. Vas-y. On a vraiment deux choses. Et ça va vraiment dépendre de la dynamique que met en place le CSE. Quand on est en mode classique, on est vraiment dans une relation. Alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, hein, mais on est vraiment dans la relation secrétaire administratif du CSE. C'est-à-dire qu'on remplit un cadre légal parce qu'il est là. Alors, on va également faire en sorte d'inciter une nouvelle dynamique, mais on s'aperçoit qu'avec le mode classique, cette dynamique-là elle va vite s'arrêter par manque de participants et puis par manque d'implication des élus. C'est important, même quand on est deux, que chacun sache ce qu'il doit faire au sein du CSE. C'est-à-dire que les rôles doivent être bien répartis et que surtout les salariés savent à qui ils doivent s'adresser lorsqu'ils ont une question d'ordre personnel ou organisationnel sur leur poste de travail. Quand on est en mode projet, la parole est beaucoup plus libérée. Et quand on voit des CSE, enfin, j'ai souvent vu sur le terrain des CSE dans ce mode-là, on a des salariés, par exemple, qui vont le soir, quand ils rentrent chez eux, envoyer des questions à leur CSE, qui vont les déposer sur cette plateforme qui les gère en mode projet. On a une interactivité qui n'est pas une interactivité qui existe en mode classique. C'est pour ça que je défends le mode projet, parce que d'une, il va créer cette cohésion d'équipe, et de deux, les salariés vont se sentir beaucoup plus impliqués et en relation avec les instances. Après, est-ce qu'on est sur de la négociation? Est-ce qu'on est sur la discussion? Moi, j'aime bien le fait de dire que tout est mis sur la table, que l'ensemble des interlocuteurs au CSE peuvent se préparer pour les réponses et qu'après, c'est une discussion entre les parties.
Ouais, enfin, moi j'ai aussi des mauvais exemples plutôt où on est oui, parce que ça fait peur en fait quand ça fait souvent peur aux chefs d'entreprise lorsque on dit ben voilà, vu la taille de votre entreprise, on va mettre en place un CSE et du coup ça peut générer des crispations. J'ai vu des choses un petit peu aberrantes avec une jeune entreprise où le chef d'entreprise et celui qui allait être le secrétaire du CSE avait fait la même école de commerce, ils se connaissaient depuis très longtemps, et du jour au lendemain, le chef d'entreprise a commencé à vouvoyer le secrétaire du CSE pour créer de la distance, et on voyait qu'on était vraiment dans un rapport de défiance qui n'était pas nécessaire. Donc il y a aussi des contre-exemples et des choses qui sont un peu bizarres comme ça dans la vie de l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a, avant de passer peut-être à la section d'après, je vois qu'il y a une question qui nous est posée sur le calendrier des relations sociales. Alors, ça tombe bien parce qu'on a une slide justement là-dessus. Je pense que ça peut peut-être être intéressant de la reparcourir ou de donner les grandes étapes ou les grands moments clés, on va dire, de la vie du CSE sur l'année. Bien sûr. Alors, le calendrier des relations sociales, c'est quoi? C'est planifié de janvier à décembre tous les rendez-vous que le CSE va avoir, soit avec la direction, soit entre élus, c'est-à-dire en préparation des réunions, pour être plus technique dans le langage. Et puis, c'est de planifier également les sujets. Ce qui permet, quel est l'avantage de ce calendrier? Le premier avantage, c'est que lorsqu'un élu a une question à poser à l'ordre du jour, qu'il veut que son secrétaire remonte, il ne va pas attendre la réunion préparatoire pour poser cette question, il va la déposer directement sur ce calendrier des relations sociales. Cette question peut être visible uniquement par l'équipe du CSE ou visible par tout le monde si on y inclut la direction de l'entreprise. Mais ça permet une réactivité immédiate. Ça permet aussi au secrétaire, lorsqu'il a l'ensemble des questions de tous les élus, de pouvoir se dire tiens, celle-là, elle est pertinente et on peut la traiter sur l'ordre du jour de ce mois-ci. Celle-là, elle serait beaucoup plus pertinente le mois prochain ou lors de la prochaine réunion. Donc, ça permet au secrétaire de mieux organiser la pertinence des questions et des sujets qui sont traités. Alors, les consultations obligatoires sont également posées dans le calendrier des relations sociales. Que ce soit les orientations stratégiques de l'entreprise qui sont faites aux alentours du mois d'avril, ça veut dire que lorsqu'on a cette consultation au mois d'avril, en janvier, février, mars, on va prévoir la phase de l'information. Donc, le calendrier des relations sociales, c'est vraiment anticiper, programmer, je dirais, et même créer de l'interactivité avec les élus et même avec les salariés. D'accord, très bien. Et en termes de, est-ce qu'il y a des milestones clés? Donc, bon, il y a celles qui sont présentées sur la slide qui sont vraiment le début d'année et les consultations. Est-ce qu'il y a quelques éléments clés à avoir à l'esprit ou des dates vraiment précises qu'il ne faut surtout pas louper quand on est un nouveau CSE? Ou est-ce qu'au final, chacun va construire un petit peu son timing avec la direction comme il le souhaite? Alors, ce qui est vraiment vu sur le terrain, alors il y a des points clés. Hein. Il y a au mois d'avril, on est sur les orientations stratégiques. Au mois de septembre, on est sur l'organisation plutôt du travail et la discussion sur le plan de développement de compétences. Et puis, on est sur la présentation économique de l'entreprise. Alors, soit ça dépend au moment où les entreprises clôturent leurs comptes, mais ça se passe à 6 mois après la clôture des comptes. Donc, il y a des points clés qui sont les consultations obligatoires lorsqu'on a un effectif supérieur à 50 salariés. J'insiste bien dans ce sens-là. Après, ça va dépendre de l'organisation que vous voulez faire. Ça va dépendre de l'accord qui est trouvé dans l'entreprise. C'est pour ça que je parle du règlement intérieur, puisque c'est vraiment le document qui va poser cette organisation. Moi, je conçois parfaitement qu'une entreprise ne puisse pas discuter du plan de développement de compétences avant le mois d'octobre, alors que le cadre juridique nous dit qu'il faut commencer à discuter des priorités de formation aux alentours du mois de septembre. Donc, ça dépend vraiment de cette organisation. Et ce calendrier, lorsqu'il est fait avec l'employeur et les élus, il va permettre
d'avoir une vision du CSE qui est autre que qu'est-ce que c'est encore ce truc-là et en quoi ils vont venir m'enquiquiner, quoi. Ça permet vraiment de développer le dialogue social dans l'entreprise et de construire vraiment ces relations sociales au quotidien. D'accord. Vous, Nolwenn, côté Kitok, est-ce que vous avez fait cet exercice? Est-ce que vous avez structuré tout le planning en début d'année ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites plutôt au fil de l'eau? Alors, on n'a pas spécifiquement défini les sujets des différentes réunions qu'on va avoir. On a simplement défini qu'on organise donc une réunion tous les 2 mois, mais les sujets de ces réunions ne sont pas d'ores et déjà définis. Ils vont se construire au fil de l'eau. On a simplement, alors je les ai plus en tête, je suis un peu mauvaise élève sur ce coup-là, mais je sais qu'il y a 2 ou 3 sujets qui sont vraiment spécifiques et qu'on doit aborder dans 4 réunions sur l'année. Mais voilà, les sujets vont se construire au fil de l'eau et donc en fait, avant chaque réunion, nous on collecte les questions de nos collègues pour essayer justement de les intégrer à l'ordre du, enfin pas pour essayer, mais pour les intégrer à l'ordre du jour de la réunion qui va se tenir. Donc voilà, donc aujourd'hui, non, pas de calendrier défini pour les sujets de discussion. Simplement, la seule chose qui est définie, c'est la fréquence des réunions qui vont se tenir. Merci Nolwenn pour ça. On peut peut-être passer, je vois le temps qui court, on peut peut-être passer à la section d'après sur pourquoi est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui que le mode projet est réellement populaire. Donc on en a déjà parlé brièvement, mais je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail. Et je pense que Anne, vous avez quelques éléments là-dessus qui seront assez intéressants. Je vois qu'il y a des questions en parallèle qui sont posées. Donc si on n'y répond pas en live, vous inquiétez pas, on a un petit temps de prévu à la fin pour repasser sur les questions. Et ça me permet également d'en profiter pour remettre une petite piqûre de rappel sur les sondages. N'hésitez pas à aller y répondre. Comme ça, vous aurez tous l'infographie et les résultats après. Oui, on voit que le mode projet, mais même dans une organisation classique, ça demande des compétences organisationnelles, telles que vous les ont décrit Antonio, mais ça demande aussi des compétences relationnelles, comme dans l'exemple ou le contre-exemple, le mauvais exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc ça demande à ce que, dans un monde idéal, le secrétaire de CSE se positionne comme chef de projet et que il soit vraiment dans cette co-construction, dans la construction du dialogue social. Parce que lorsque l'on est dans un système de défiance, dans un système de méfiance, eh bien, notre cerveau, il génère 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, ou dans un contexte un peu tendu, il va aller principalement orienter ses pensées sur tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui peut être compliqué à vivre dans l'entreprise. Et il va aller chercher les prêts d'intention, les jugements, il va essayer d'imposer un certain nombre de choses, ce qui va créer un système vraiment délétère, parce qu'on le voit dans des situations très compliquées parfois, où il y a une dérive qui peut se mettre en place, où les membres du CSE peuvent être, il peut y avoir un biais de jugement de la part du chef d'entreprise ou de l'organisation, où on vient les prendre comme un peu des têtes de turc, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de soigner sa communication. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire, développer tous ces soft skills en termes de leadership pour le secrétaire du CSE, mais aussi en termes de communication. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir une communication qui va générer la confiance, qui va permettre d'impliquer tout le monde, qui va vraiment être dans la valorisation du dialogue social, un peu comme un chef d'orchestre, eh bien, ça va être de pouvoir d'abord distinguer l'effet de ses ressentis.
de pouvoir effectivement être dans une verbalisation, une communication que je dirais saine, de pouvoir exprimer ses émotions, de pouvoir être dans la construction de solutions qui vont être adaptées à ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc vraiment quelque chose qui va demander de l'effort, de l'attention, de l'entraînement, avec une volonté d'évoluer dans ses pratiques. Donc des compétences qui sont des compétences clés dans ce mode d'organisation. On va vraiment être dans la co-construction. Voilà, je vais être brève pour laisser le temps après aux questions. Justement, donc il y a une question alors, qui ne fait pas exactement référence à ça, mais qui je pense qui peut s'en rapprocher, qui est posée par Aurélien, qui est donc en cette période inédite peut conduire certaines entreprises et certains CSE à prendre des décisions difficiles par la signature d'un accord d'entreprise, par exemple. Avez-vous des recommandations afin de s'assurer que les employés continuent à faire confiance au CSE? Je pense que ça peut s'en rapprocher. On parle de leadership, on parle de communication. Est-ce que là-dessus, Anne, vous avez des recommandations Je vous entends très très mal, c'est un peu haché, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Alors, j'étais sur la question donc, qui est à droite, vous pouvez la regarder dans les questions, c'est celle d'Aurélien. Oui. Sur comment s'assurer que les employés continuent à faire confiance au CSE dans cette période un peu tendue où le CSE peut être amené à prendre des décisions parfois un peu difficiles. En tout cas, à accompagner des décisions difficiles. Là encore, hein, l'échange, une communication, on va essayer de poser, on va essayer de ne pas se laisser embarquer par ses émotions, de maximiser ces communications, on va poser les choses. Après, c'est tellement individuel, c'est tellement dépendant de chacun d'entre nous que c'est compliqué d'en donner une réponse aussi générique. Si je veux parler en jargon, c'est vraiment tout ce qui va être de l'ordre de la communication non violente, hein, les grands principes de la CNV qui sont très très utiles dans ce genre de choses avec un rapport de proximité. Voilà. Gwen, peut-être, est-ce que… je t'en prie, j'ai l'impression que tu voulais rebondir dessus. Effectivement, et si je peux ajouter quelque chose, donc la communication est primordiale, et c'est vrai que cette période particulière, justement, tout l'enjeu de cette période, c'est justement d'arriver à communiquer avec l'ensemble des salariés quand on est tous en télétravail, quand on ne peut pas être au contact de ses collègues, la communication est tout de suite très compliquée. Donc, si je peux donner mon expérience sur ce côté-là. Alors, c'est vrai que chez Kitok, on est tous très jeunes et puis on avait déjà des outils de communication interne avec Slack notamment qui nous permettent d'échanger très facilement. Et donc, en fait, pour pouvoir maintenir le lien, par exemple, j'ai initié de chaque jour poster un sujet. Alors, ça pouvait être des choses assez diverses et variées. Ça pouvait être autant des conseils pour bien télétravailler que des petites choses un petit peu plus légères pour bien vivre son confinement. Et c'était aussi un lien qui me permettait c'était une façon qui me permettait de garder un lien avec l'ensemble des salariés, si besoin de pouvoir leur communiquer des informations un petit peu plus particulières. C'est vrai que, alors, nous, de notre côté, j'avais été initialement sollicitée pour signer un accord, puisque, alors, plus spécifiquement, on a dû, avec cette période, recourir à des nouvelles organisations de travail. Et donc, initialement, il était prévu que je signe un accord d'entreprise pour valider cette nouvelle organisation de travail. Bon, la situation a fait que finalement, cet accord a dû être soumis directement à l'inspection du travail. Et ça, à moi, il m'a été simplement soumis pour consultation, mais pas pour approbation. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est une situation qui est un petit peu plus particulière et le seul moyen de garder la confiance en fait avec les salariés, c'est de trouver des méthodes de communication. Et là, il faut faire preuve d'ingéniosité
pour trouver les bons moyens de communiquer. Donc, c'est vrai que pour tous mes collègues qui étaient en télétravail, etc., moi, j'ai pu recourir au Slack. Par contre, pour mes collègues qui sont en entrepôt, qui, eux, n'ont pas forcément accès à des chats internes, etc., là, c'est un peu plus particulier, un peu plus difficile. Donc, je passe par le responsable d'exploitation qui est au contact donc de ces équipes pour faire passer des notes d'information, des publications, etc. D'accord, merci beaucoup Nolwenn pour ces éléments. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir un peu ce qu'on appelle le point de vue de l'avocat sur ces différents sujets, sur le rôle du CSE, sur l'organisation, sur la façon de fonctionner. Donc, en fait, je vais rebondir du coup sur ce que disait Nolwenn pour les 2 derniers points que vous évoquez. En fait, je comptais vous parler des outils, j'allais dire, à votre disposition pour essayer de réussir ce mode projet. Parce que je pense que au niveau de mes clients, je me suis rendu compte que souvent, ils avaient tendance à subir la réunion. C'est-à-dire que ils ont tendance à retenir les questions, vous consultez vos collègues, mais après, vous ne êtes pas proactif forcément sur la réunion. Et au moment de la réunion, vous êtes avec la direction. Donc, moi, je leur conseille et j'aime bien utiliser la question de la réunion préparatoire. Parce que la réunion préparatoire, ça vous permet d'être de façon informelle entre élus, mais ça vous permet d'ouvrir également la possibilité à d'autres membres de votre équipe. Et notamment, vous avez dit, par exemple, j'ai du mal quand j'ai des salariés qui sont sur site et je ne peux pas communiquer avec eux puisqu'il n'y a pas de télétravail. Donc, par exemple, moi, ce que je leur conseille dans ces cas-là, c'est de demander, par exemple, au chef, juste le chef qui est sur site, de se connecter, lui, par vidéoconférence et d'essayer de venir interagir lors de la réunion préparatoire pour répondre aux différentes questions. Donc, il faut vraiment utiliser ce point-là. La réunion préparatoire n'est pas prévue par le Code du travail, mais c'est une réunion qui vous permet d'être proactif, qui vous permet d'anticiper et qui vous permet d'avoir une meilleure cohésion avec aussi bien les élus, bien évidemment, mais d'autres salariés qui peuvent être consultés de façon ponctuelle. De la même façon, vous avez le droit de faire intervenir un expert dans cette réunion préparatoire et vous avez le droit, par exemple, si vous avez un point de vue économique qui est difficile pour vous, de faire intervenir un de vos collègues de façon spécifique lors de cette réunion. Alors, il faut juste attirer un point, j'allais dire le côté Code du travail, c'est que cette réunion ne permet pas aux élus qui n'ont pas d'heure de délégation, notamment je pense aux suppléants, d'être pris en charge par l'employeur. Donc, c'est important quand même de prévenir au salarié qui veut venir à cette réunion qu'il devra le faire en dehors de son temps de travail. Ce n'est pas une réunion qui va être prise en charge par l'employeur, mais souvent, vous vous rendrez compte que vos collègues, quand vous posez la question, ils sont intéressés, ils ont envie de venir participer. Donc, utilisez ce moyen-là pour vraiment être proactif et avoir une meilleure cohésion entre vous. Alors, j'ai pensé aussi également à un deuxième point qui est souvent posé comme question par les élus, c'est comment gérer son crédit d'heure. Donc, je vous rappelle juste au passage les règles, j'allais dire. Vous savez que le crédit d'heure, il est mensuel et individuel. Il dépend du nombre de salariés que vous avez dans l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on a à la fois des entreprises de moins de 50 salariés et d'autres de plus de 50 salariés. Donc, par exemple, vous savez que sur une entreprise de 11, par exemple de 15 salariés, on va avoir 10 heures de délégation pour le titulaire. J'insiste sur ce point-là, bien évidemment, mais vous le savez, les heures de délégation ne sont que pour le titulaire. Ça veut dire que le suppléant, qui n'intervient dans les réunions que si le titulaire est absent, je vous rappelle, attention, il va souvent se dire je suis un peu laissé pour compte. Et moi, ce que je conseille aux élus, c'est d'utiliser leurs heures qui n'auraient pas été utilisées sur le mois, par exemple, pour soit les reporter sur le mois suivant, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'appelle l'annualisation, c'est-à-dire de se dire au lieu de conserver ce quota d'heures qui n'est pas utilisé, je vais par exemple le faire sur le mois d'avril, qui est un mois important, ou sur le mois de septembre, qui va être un mois où on va être régulièrement consulté, pour avoir plus d'heures sur le mois suivant. Donc, c'est important de glisser, on appelle ça les heures, j'allais dire, sur les 12 mois glissants, d'utiliser vos heures et de les répartir. Et aussi, il y a la question, donc, comme je disais, par rapport aux suppléants, vous pouvez prêter, si je peux me permettre l'expression, vous pouvez donner vos heures en tant que titulaire à un suppléant. Donc, c'est l'intérêt de cette formule, c'est de se dire à votre suppléant qui a l'impression de ne jamais participer, d'être suppléant que sur le titre, de lui dire tu vas participer, je vais te proposer des heures de délégation. Donc, alors j'attire juste votre attention, bien évidemment, c'est mieux d'être accompagné sur ces questions ou en tout cas de vérifier quand même parce que le but d'avoir le côté annualisation ou le côté, j'allais dire, prêt des heures,
faut pas se mettre en difficulté. En l'espace de 3 minutes, je pourrais pas faire toutes les règles du code du travail, mais il y a bien évidemment des limites qui doivent être posées à ce report ou à ce prêt d'heures. Mais en tout cas, posez-vous la question et utilisez-le, puisque ça vous permet d'avoir une meilleure cohésion et d'intégrer tous les salariés et notamment tous les élus. Alors, je voudrais juste finir sur un dernier point, puisque c'est un point qui est important en ce moment, c'est la question de la visioconférence. Je vous en parle pas pour être à la mode sur le côté Covid. La visioconférence, c'est fondamental même avant la période Covid. Donc, je vous rappelle juste le texte que vous devez connaître. La visioconférence, avant la période Covid, on ne pouvait pas y recourir de façon illimitée. Il fallait un accord entre l'employeur du coup et les membres du CSE. Et à défaut d'accord qui n'était pas prévu, le recours ne peut être fait que 3 fois dans l'année. Mais pour autant, j'ai remarqué dans les différents CSE que la visioconférence, avant, je vous parle avant période Covid, était très peu utilisée. Or, je pense, et aujourd'hui on a un public très start-up, que c'est important pour vos salariés. Pourquoi? Parce que vos salariés sont en général un public très jeune dans les start-up. C'est un public qui est aguerri au niveau des nouvelles technologies. Et c'est aussi notamment, je pense notamment, j'ai pas mal de clients qui sont dans le conseil. Quand vous avez un consultant qui est sur site, qui passe sa journée à Vélizy chez le client et qui est élu et qui a une réunion à 18h à la Défense, c'est compliqué pour lui de se déplacer et ça ne motive pas, j'allais dire, les élus du CSE à tenir leurs réunions, à faire des réunions préparatoires et à s'investir comme ils devraient s'investir. Donc, moi, j'insiste sur ce point-là, la visioconférence, lorsque vous êtes en télétravail, lorsque vous avez, comme vous l'avez dit, Nolwenn également, des gens qui peuvent être sur site dans les usines et des gens qui sont en télétravail, c'est le moyen de vous permettre de tenir vos réunions et de façon, j'allais dire, limiter toutes les contraintes du temps de trajet et de la difficulté de se réunir. La visioconférence, il faut absolument y recourir. Alors, je ferai juste une parenthèse sur la période Covid. Vous savez du coup qu'une ordonnance est passée, vous autorise aujourd'hui à recourir à la visioconférence sans prévenir, il faut juste prévenir du coup que vous allez utiliser la visioconférence, mais vous n'avez pas de limitation. Vous n'êtes plus limité aux fameux 3 fois par an. Donc, vous pouvez utiliser la visioconférence autant que vous voulez, j'allais dire. Bien évidemment, le but n'est pas de noyer vos élus puisque les temps sont difficiles, mais l'intérêt, c'est bien évidemment de garder la cohésion. Alors, attention, juste un point, je vous avais dû voir passer la semaine dernière, donc lundi dernier, le 11 mai, l'état d'urgence sanitaire a été prorogé jusqu'au 10 juillet. Donc, la période, ce que j'appelle Covid, vous avez le droit de réunir autant que vous voulez vos élus sur la visioconférence. Ça a commencé le 3 avril dernier et ça va se terminer jusqu'au 10 juillet. Mais on est aujourd'hui au mois de mai, vous avez encore 2 mois devant vous. Utilisez le recours à la visioconférence. Donc voilà, c'était les 3 points que j'avais identifiés parce que je voulais juste faire part en fait de mon expérience rapidement au niveau des clients. Je pense que le mode projet, comme vous a dit Antonio et Anne, c'est fondamental parce que ça vous transforme de la position de je subis les réunions à je deviens proactif. Et je trouve en général que sur le public des startups, c'est fondamental puisqu'en fait, vous avez souvent le même âge que vos dirigeants. Vous avez les mêmes centres d'intérêt et de réunir, j'allais dire, la cohésion en se disant qu'est-ce que je vais traiter comme sujet aujourd'hui, mais aussi le mois prochain. Puisque vous nous avez dit au début, et ce n'est pas du tout un reproche, mais beaucoup de mes clients le font également, on attend les réunions comme ça et on n'anticipe pas forcément le calendrier. Et je trouve que la cohésion est meilleure quand on anticipe et on est proactif depuis le début des réunions et dès la première réunion d'ailleurs. Voilà, on va basculer sur les questions. J'ai vu notamment en parlant de télétravail qu'il y avait quelques questions, comment mettre en place un CSE, etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on y réponde au fur et à mesure, mais n'oubliez pas qu'on peut faire le vote électronique. Je pense que vous avez dû mettre, à mon avis, Litou, des formations à ce niveau-là. Donc voilà, je voulais répondre que bien évidemment, on peut utiliser le vote électronique et que le télétravail n'est pas du tout un frein aux réunions des CSE, comme je l'ai dit par la visioconférence, par exemple. Et il y a un point que je trouvais assez intéressant qui était sur le crédit d'heure. Oui. C'est une question pour vous, Charlotte et Nolwenn. Mais nous, on voit beaucoup de jeunes CSE ou de CSE de start-up où au final, il n'y a pas vraiment ce décompte d'heures qui se fait. C'est-à-dire qu'ils gèrent le CSE plus en mode start-up qu'en mode vraie instance dans lequel on va compter chacun ses heures, on va faire du report, etc. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'élus qui font leur rôle de CSE
sur leur temps perso, qu'ils s'arrangent parfois avec leur manager ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce que Nolwenn, c'est quelque chose qui se passe aussi de votre côté? Comment est-ce que vous voyez ça? Quels sont vos conseils par rapport à ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vaut mieux être vraiment très carré? Moi, je pense que, alors, c'est bien au début parce que les gens sont peut-être motivés. Je pense que sur le long terme, au bout d'un moment, le salarié va en avoir marre de prendre sur son temps. Donc, moi, je conseille quand même d'essayer, bien évidemment, de tenir les heures et dans la mesure du possible, j'allais dire, de pas trop déborder sur le timing perso, sur la théorie. Après, je voudrais juste faire un point par rapport aux startups, c'est que vous avez beaucoup d'élus qui sont au forfait jour. Donc, la difficulté aussi, c'est que c'est un point qui n'est pas forcément maîtrisé par tous les élus. Et lorsque vous êtes au forfait jour, on se dit toujours, et comment je fais pour calculer mes heures? Donc, je voulais juste faire le petit rappel que c'est en demi-journée que le temps va être facturé. Donc, par exemple, si vous avez 24 heures de délégation, vous prenez un créneau de 4 heures qui équivaut du coup à des demi-journées. Et ensuite, vous décomptez en termes de jours par rapport au forfait jour, notamment du salarié. Donc, moi, je pense que c'est important de maintenir le cadre légal parce que sur le long terme, les élus ont tendance après à se dire ça suffit, je me suis trop investi par rapport aux retombées. Je ne sais pas si Nolwenn, vous êtes sur votre temps personnel ou si vous tenez à jour les heures de délégation. Alors, je tiens pas spécifiquement à jour mes heures de délégation. Je devrais le faire, mais je ne le fais pas. À savoir que j'ai un nombre d'heures de délégation conséquent, puisque quand je fais le calcul, enfin moi en gros j'ai au total, enfin comme j'ai mon rôle d'élu CSE plus de délégué syndical, au total j'ai à peu près 2 semaines par mois d'heures de délégation. Bon, clairement, je n'utilise pas l'intégralité de mes heures de délégation pour gérer le CSE. Et donc, je tiens pas spécifiquement les heures et j'essaie de le faire en bonne intelligence pour organiser, parce que, enfin, à la base, mon métier, quand même, c'est responsable qualité. Enfin, j'ai quand même des missions à tenir au quotidien. C'est ce qui est un petit peu compliqué d'ailleurs, parce que être représentant du personnel, c'est pas une petite chose comme ça annexe. C'est une vraie mission prenante. Donc, j'organise mon temps un petit peu sur mon temps de travail, un petit peu en dehors. Une fois que j'ai, je dirais, terminé ma journée, bon, bah, j'enquille encore sur 1-2 heures pour gérer quelques points supplémentaires. Donc voilà, pas de tenue de compte d'heures spécifiques, mais une organisation un petit peu, je dirais, en bonne intelligence entre mon temps de travail et mon temps perso. Bien sûr. Je voulais juste rebondir, si vous permettez. Les ordres de délégation, effectivement, ce qu'on voit beaucoup sur le terrain, il y a vraiment 2 choses. Hein. C'est soit l'élu va s'y impliquer en dehors de son temps de travail parce qu'il y a besoin de garder le lien avec les salariés. Lorsqu'un salarié appelle après 18 heures, eh ben on peut lui répondre à ce salarié. Et là, effectivement, les élus ne comptent pas leur temps et vont également aller au-delà des ordres de délégation qui sont prévus par le cadre légal de la loi. Et on s'aperçoit dans les startups qu'il y a une bonne intelligence avec l'employeur. Il y a une discussion qui est faite. Ça veut dire que l'employeur va effectivement décompter ses heures de délégation dans son cadre légal, mais lorsque l'élu a besoin de les dépasser, l'employeur ne s'y opposera pas pour ce dépassement, puisqu'il sait que l'élu va prioriser avant tout son job. C'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle, et il va essayer de mener les 2 tâches au quotidien entre je fais mon job pour lequel je suis employé et je fais mon mandat d'élu du mieux que je peux, même s'il faut que je le travaille le week-end ou s'il faut que je travaille le soir après mon temps de travail classique. Donc sur les ordres de délégation, souvent, ce qu'on voit sur le terrain, c'est vraiment 2 choses. Soit il y a un compteur qui est mis en place et qui est alimenté au fur et à mesure, et les DRH vont le suivre. Soit il y a une bonne intelligence et on ne va pas chercher à comptabiliser ces heures de délégation d'un point de vue je les utilise ou je les partage. Il y a une bonne intelligence qui est faite avec les entreprises. Moi, je dis toujours aux élus, dans votre règlement intérieur, précisez la façon dont vous gérez ce créditeur et vous voulez gérer ces heures de délégation. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir,
la notion de la visioconférence. Oui, on s'est aperçu avec cette période de Covid que les élus sont beaucoup plus à l'aise avec des outils de visioconférence qu'ils ne pensaient l'être avant cette période. Mais reste toujours le doute et la crainte d'une chose importante. Dans une réunion de CSE, on doit également émettre des avis. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir qu'on dise « je suis d'accord, je suis pas d'accord » avec ce qui est proposé. Et puis, il y a des votes également qui sont faits dans une réunion de CSE. C'est pas simplement une simple discussion autour d'un café. La notion de la visioconférence, les réticences qui existaient au préalable, c'était de dire comment j'organise le vote. Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il n'est pas sécurisé? Alors, si dans des startups, il y a des outils aujourd'hui qui sont mis en place pour ce vote électronique et que ce vote électronique permet de sécuriser la relation, naturellement, les réunions de CSE en visioconférence, moi je dis oui à 200%, mais il y a cette partie-là qu'il faut bien garder à l'esprit. Ça ne peut marcher, et là je rejoins parfaitement Charlotte, que si, au préalable, il y a une bonne préparation des élus. Ça veut dire avant la séance plénière, il faudra absolument qu'il y ait une réunion préparatoire. Alors, pendant le temps de travail pour les élus titulaires, en dehors du temps de travail, ou alors à vous d'organiser. Souvent, dans les règlements intérieurs, on arrive, dans ce que je vois avec mes clients, hein, on arrive en accord avec l'entreprise à faire en sorte que les élus suppléants participent également aux réunions préparatoires pendant le temps de travail. Donc, les responsables, les dirigeants sont assez ouverts dans cette discussion-là et ça se passe de manière simple et en bonne intelligence. Donc, oui, une bonne réunion préparatoire permet de définir la stratégie de la discussion qui va avoir lieu en plénière, permet également d'aller chercher toutes les documentations nécessaires parce que nos élus sont pas tous des juristes, hein, ce sont souvent des gens qui sont sur le terrain à agir au quotidien sur leurs tâches et leurs objectifs et souvent je dis chapeau bas parce que c'est un véritable métier que d'être élu dans un CSE par les temps qui courent. Il y a une question justement qui est un peu liée entre guillemets, qui est posée par Sophie, qui est comment déclare-t-on les heures de délégation en chômage partiel? Donc là, on avait parlé d'heures de délégation, on a parlé de visioconférence. C'est vrai que là, il y a beaucoup de startups où il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles les salariés sont mis en chômage partiel, parfois également des élus de CSE. Comment est-ce que, on a parlé du décompte par exemple pour les forfaits jours, comment est-ce que ça se passe pour des élus qui seraient en chômage partiel, le décompte des heures de délégation? Je vais laisser plutôt Charlotte répondre à ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, du coup, il faut distinguer. Donc, en fait, la question du chômage partiel, parce que la personne ne l'a pas distingué, c'est est-ce qu'elle est en chômage partiel total ou est-ce qu'elle est en chômage partiel juste sur une partie du temps de travail? Puisque, par exemple, il faut savoir que le chômage partiel, soit vous avez un établissement qui est fermé complètement, soit vous avez un salarié qui va avoir 30% de son temps où il va travailler et 70% en chômage partiel ou l'inverse. Donc, c'est du temps qui va être compté et qui doit être donc justifié au niveau de l'employeur. Donc, c'est important de tenir compte quand même de vos heures puisque la question qui se pose, c'est que j'imagine que cette personne, depuis 2 mois, est énormément sollicitée. Donc, la difficulté qui s'est passée, c'est que, par exemple, si vous aviez un salarié qui est élu et qui est au chômage partiel total, logiquement, il n'est censé ne pas travailler. C'est parce qu'il n'a pas le droit d'être sollicité par son employeur sur la partie chômage partiel. Je parle d'un salarié sur la question travail. Et donc, la question qui se pose, c'est quand je suis élu, comment je fais pour continuer puisque mes collègues continuent également à m'appeler pour me poser beaucoup de questions. Donc, c'est important de décompter ce temps et de ne pas se dire je suis aujourd'hui au chômage partiel, donc je puis répondre de façon illimitée ou au contraire ne pas répondre puisqu'il ne faut absolument pas cesser le dialogue social en cette période. Donc, le transmettre à votre employeur et justifier. Tout dépend de ce que vous a demandé votre employeur, en fait. J'allais dire, c'est quelle était la question qui a été posée par l'employeur sur le chômage partiel. Je sais que j'ai beaucoup de clients qui ont défini des jours. C'était plus simple de leur dire, par exemple, le lundi, c'était votre temps de travail et puis les autres jours, vous êtes en chômage partiel. Ça, je pense qu'il faut regarder au cas par cas en fonction de l'élu, mais surtout ne pas se dire que c'est un temps illimité ou au contraire de ne pas répondre. Super, merci beaucoup Charlotte. Je vois que on a commencé il y a un peu plus de 54 minutes le webinaire. Il reste quelques questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on répondra aux questions qui restent peut-être par écrit.
Avant qu'on clôture le webinaire, j'invite tous les participants à aller sur l'onglet sondage à droite et de répondre aux différents sondages pour qu'on puisse vous partager derrière les résultats sous forme d'infographie. Comme ça, ce sera intéressant pour tout le monde. On vous partagera également, après le webinaire, la présentation qui a été présentée. Comme ça, tout le monde pourra la recevoir et pourra la reparcourir. Et on enverra également par écrit, comme je le disais un peu au début, un question-réponse avec toutes les questions qui ont été posées, les différentes réponses qui ont été apportées, que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. Donc, vous inquiétez pas si on n'a pas répondu à l'oral ou à l'écrit tout de suite. On le fera dans les jours qui viennent pour s'assurer que tout le monde trouve un peu des réponses. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'avoir présenté ce webinaire avec tous ces éléments très intéressants. J'étais très heureux de le faire avec vous. J'étais très heureux d'animer le webinaire et d'avoir à la fois tous ces intervenants et tous ces participants. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire qui a lieu, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine et auquel vous serez tous invités. Merci à tous. Merci. Passez une très bonne journée.